Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis donc de vous accueillir pour ce salon de lecture d'Espace Analytique. Aujourd'hui, nous allons présenter deux ouvrages. L'ouvrage de Frédéric de Rivoire, Le souvenir d'une enfance oubliée, édition des Crépuscules, et le livre de Richard Eichmann, écrit avec Didier Fassin, L'Empire du traumatisme, enquête sur la condition de victime. Donc c'est une nouvelle édition avec une nouvelle postface. Voilà, je donne la parole à Patricia de Rouvray qui va nous dire quelques mots sur le livre de Frédéric de Rivoire. Bien, ça me fait très plaisir de présenter ton livre. Et je pense que c'est un livre de psychanalyste, mais aussi un livre d'écrivain. On avait beaucoup apprécié ton premier livre, Ceci est une illusion, qui était une fiction historique, une rencontre avec des figures de la psychanalyse du XXe siècle. Et là, avec Le souvenir d'une enfance oubliée, on a entre les mains, je dirais, un livre à la fois ludique et érudit. La psychanalyse est présente à toutes les pages, théorie, clinique. Tout ça s'articule parfaitement dans des dialogues savants, mais accessibles. Voilà, tu es un bon pédagogue. Et ça m'a fait penser à un ouvrage qui a aidé de nombreux étudiants autrefois. Enfin, je ne sais pas si il est toujours en vogue auprès des bacheliers, qui est Le monde de Sophie. Et on est transporté dans la vie de trois psychanalystes, donc Mélanie Klein, Donald Winnicott et Sándor Ferenczi, et leurs théories prennent sens, voilà, au regard de leurs souvenirs d'enfance. Et pourquoi c'est un livre de psychanalyse? C'est parce que tu es là toujours sur le fil de la théorie et de l'histoire, de leur histoire, de leur intimité. Alors celle de Ferenczi, qui était je dirais son vision. Oui. c'est sa tâche. Voilà, sa tâche. Quand il est dans son atelier, qu'il est en train d'essayer de monter un petit bateau, une maquette, et qui fait tomber un encrier, et où il se retrouve, il a 7 ans, je crois, 6-7 ans, sa chambre, dans sa chambre. Et donc, il essaye de faire en sorte de faire disparaître la tâche, un peu comme dans Barbe Bleue, là. Et il s'en met absolument partout. Il est dans un état de panique totale. Pourquoi? Parce qu'il a une mère, une mère peu aimante, une mère aux soins froids, qui, il se dit que ça va être une catastrophe pour lui. Et finalement, pourquoi est-ce que c'est un premier souvenir si fort? C'est parce que, malgré tout, sa mère le console. Et du coup, ça devient son rêve princeps. Mélanie Klein, là, les pages sont absolument délicieuses de toute la description de son arrivée dans le cabinet de Ferenczi, où toute la marche dans la ville où elle est là, elle se pose plein de questions, elle est extrêmement malheureuse en ménage, et elle se dit qu'elle va pas très bien, et finalement en fait elle s'aperçoit qu'elle est enceinte, et on a la description. Frédéric, tu es vraiment c'est ciselé. Alors je parlerai pas de sa famille tyrannique avec sa mère Libouza. Ce sont des pages à la fois drôles et tristes. Et son père qui n'a jamais pu la sauver en fait de cette dépression qui la tient, qu'elle a chevillée au corps depuis l'enfance, Mélanie Klein. Et Winnicott, alors lui c'est le grand bourgeois anglais, il est dans... la description de son enfance, elle est très charmante. Elle est autour du thé, des parties de tennis.
c'est le troisième protagoniste. Il arrive dans la vie de Mélanie Klein un peu comme pacificateur, avec sa mère suffisamment bonne. Et voilà, c'est ces trois enfances qui se nouent dans leur rencontre à l'âge adulte. Et tout ça s'articule à leur théorie. Voilà, je dirais que ce livre est une jolie prouesse qu'on ne lâche pas, de la première à la dernière page. On a l'impression que tu inventes tout et tout est vrai. Alors, je vous en dis pas plus parce que je vous laisse aller jusqu'à la fin de ce livre qui est avec une très amusante fin. Alors, je voudrais revenir sur certains points de théorie et de clinique que tu nous indiques subtilement à travers les controverses que tu installes entre les trois personnages. Et je vais prendre la question de la pulsion de mort, où tu fais dire à Mélanie Klein, il y a un point de contact entre le moi et les représentants de la pulsion de mort qui est le sadisme. Le sadisme de l'enfant le sauve de la mort, et le sadisme est l'instrument du surmoi. C'est ainsi que le moi se joue de la pulsion de mort. Il en enroule une partie à son service. Il s'en sert d'appui pour développer son sadisme. Il protège et il attaque. Elle a à la fois raison et tort, Mélanie Klein, à mon sens, mais peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce départ-là sur la pulsion de mort de Mélanie Klein. Alors là, tu vas me chercher du côté de quel rôle elle donne à la pulsion de mort. Je vais reprendre ta question, mais je vais peut-être te dire comment j'arrive à faire dire ça à Mélanie Klein, qui est assez, proche de ce que peut élaborer Freud lui-même. C'est-à-dire que ce qui est surprenant chez Mélanie Klein, c'est que c'est un personnage qui parle la psychanalyse, je dirais, à travers son analyse avec Ferenczi, mais d'une manière incroyablement vive, précise, et en même temps en abordant des questions que Freud n'a pas du tout abordées, quoi. Et notamment la question de la pulsion de mort que Freud va aborder tardivement, puisque c'est pas avant 1920 qu'il va remettre en cause un peu sa théorie. Elle est déjà dedans, quoi. Elle pense que ça commence dès le départ, quoi, qu'il y a une espèce de violence primitive comme ça au cœur de l'individu. D'ailleurs, tout ce qu'elle décrit, le monde prégénital, c'est un monde extrêmement violent, extrêmement dur. Et donc, mais je te remercie de me faire parler tout de suite de Mélanie Klein, parce qu'en fait, c'est la question que j'avais dans ma tête en commençant à écrire ce livre. C'est qui c'est Mélanie Klein, parce que pour moi, c'est un personnage qui m'a beaucoup interrogé, beaucoup accompagné, parce que la question que j'essaye d'aborder dans ce livre à travers plein de détours et de circuits, c'est celle de la psychose, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler en psychiatrie, je me suis retrouvé à Maison Blanche dans un pavillon où il y avait un grand nombre de schizophrènes. Et comme je dis souvent d'ailleurs, mais je ne suis pas le seul, c'est eux qui m'ont appris mon métier, quoi. Mais ils m'ont appris mon métier en me tapant sur la gueule, parce que j'ai pris des baffes, enfin, je me suis battu, enfin bon, j'ai eu les trouilles de ma vie, enfin bon, j'ai appris que la psychose, c'était quand même autre chose que la névrose. Et le seul soutien théorique que j'ai pu à ce moment-là trouver, c'était Mélanie Klein. Et donc je me suis plongé dans Mélanie Klein, la position schizoparanoïde, tout ça, ça me parlait énormément. Je comprenais mieux comment je pouvais essayer de ne pas prendre dans la gueule la prochaine chaise qui allait traverser l'espace du pavillon. Et puis,
je suis resté dans cette question, mais qui c'est Mélanie Klein? D'où elle sait tout ça, comme ça? Parce qu'elle dit des trucs ahurissants. Enfin, en même temps, vous avez déjà lu Mélanie Klein, je suppose, les uns les autres. Elle dit des trucs absolument ahurissants. Et donc, j'avais travaillé déjà à me mettre un peu dans la peau de Freud, dans la peau de Jung, dans la peau de Lacan, ce qui m'avait valu, vous savez, ça, je vous raconte ça, ça m'a toujours fait rire. Ça, Jean-Claude est au courant. Gérard Pommier m'avait dit ne prends pas la parole pour Jacques Lacan, tu vas avoir un procès de Jacques-Alain Miller. J'attends toujours le procès de Jacques-Alain Miller. Oui. Ah, ça ne viendra pas, je pense. Oh, et donc là, bon, je risquais pas grand-chose à prendre la parole à la place de Mélanie Klein, mais Mélanie Klein, je suis allé effectivement jusqu'à accoucher avec elle, ce qui est une expérience que je ne m'attendais pas à faire, je dois dire. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait sans doute que j'accouche moi-même de Mélanie Klein ou qu'elle accouche de moi, ou je sais pas, pour comprendre. C'est tout ce que je vais dire, alors là, ça va pas du tout. Non, mais Marie-Christine, comment tu sais que ce que je vais dire aussi, je sais pas en fait. C'est vrai. Attends. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir retracer l'histoire de cette femme. Donc, je me suis rendu compte qu'elle avait fait une analyse avec Ferenczi, et évidemment, ça m'a énormément intéressé. Et puis, j'ai essayé aussi, comme elle a travaillé ensuite à Londres et qu'elle a rencontré Winnicott, et que Winnicott est un analyste et un personnage qui me passionne et que j'essaye d'enseigner à Espace depuis de fort nombreuses années, je me suis dit, je vais faire un petit combo comme ça. Et du coup, l'histoire, c'est d'essayer de comprendre qui est cette femme, de quelle douleur est-ce qu'elle tire sa théorie, sachant qu'elle n'a pas pu faire d'études, hein, elle est ni psychiatre, ni même professeur des écoles, comme était Anna Freud, par exemple. Elle n'a pas fait d'études du tout. Elle a voulu être médecin, elle n'est pas arrivée. Et donc, je me suis dit, la seule possibilité de la suivre, c'est d'aller dans sa cure, de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa cure, que là, j'ai quand même tout à fait inventé, il faut bien le dire, parce que ni Ferenczi ni Mélanie Klein nous racontaient la cure de Mélanie Klein, et qui n'a pas duré non plus très longtemps. Mais l'inventivité de Ferenczi me semble être au cœur du fait qu'elle a inventé, grâce à ça aussi, la psychanalyse avec les enfants, puisque c'est aussi cette idée de raconter dans ce livre l'avènement de la psychanalyse avec les enfants, qui n'était pas du tout quelque chose qui était au goût du jour à l'époque, parce que Freud ne voulait pas en entendre parler. Ceux qui l'accompagnaient n'étaient pas du tout d'accord pour qu'on analyse les enfants. Il y avait le précédent que je raconte un peu de Madame Hermine von Hugh, qui s'est terminée, comme vous le savez peut-être, d'une manière absolument tragique, puisqu'elle a été étranglée par son neveu. Et donc, c'était très compliqué de saisir d'où venait la psychanalyse avec les enfants. Qu'est-ce qu'il avait fallu comme courage pour arriver à l'imposer dans le cadre de la pratique? Parce que j'apprenais d'ailleurs il n'y a pas si longtemps qu'il y a encore des sociétés de psychanalyse, peut-être même en France, où on considère que la psychanalyse avec les enfants n'est pas une pratique vraiment propre à la psychanalyse. Enfin, c'est du joujou avec les enfants, c'est pas sérieux, quoi. Donc c'était quelque chose qui m'intéressait, de pouvoir raconter cette origine, tout en le faisant d'une manière qui permette à chacun de se l'approprier, de la lire, de la découvrir d'une manière ludique, comme tu dis, d'une manière romanesque, tout en restant proche de la vérité des faits, parce que j'ai rien inventé au niveau des faits, en tout cas. Peut-être que puisque tu voulais intervenir... Non, mais c'était à propos de l'accouchement, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, je termine donc sur la pulsion de mort. Je pense que elle saisit la pulsion de mort, ou la notion de la pulsion de mort, à sa manière. Je pense qu'elle en fait sa propre interprétation, qui n'est pas purement freudienne. Et je la mets au cœur de la discussion avec Winnicott aussi, parce que, comme vous savez, Winnicott, lui, n'a jamais accepté l'hypothèse de la pulsion de mort. Donc, je pense qu'elle a développé, à partir notamment de son travail avec Abraham et son analyse avec Abraham à Berlin, tout un tas de réflexions sur la maladie maniaco-dépressive, qui sera, je dirais, le moment où elle pose les bases de sa théorie.
Et en même temps, elle est déjà convaincue qu'il y a un sadisme et une lutte au sein de l'enfant dès les premiers instants, dès les premiers jours, où le sadisme que l'enfant utilise pour rejeter l'objet comme il pense aussi pouvoir être détruit par l'objet, et le sadisme de l'objet était quelque chose qui était l'œuvre de la pulsion de mort, en fait. Et bon, voilà, c'est ça que j'essaye de dire. Peut-être tu... On a peut-être un commencement aussi de réponse dans ce petit passage où ce sont les angoisses psychotiques que j'ai traversées durant mes deuils, mes phases de paranoïa qui m'ont orienté vers la théorie d'une construction très précoce du moi, avec l'élaboration de tendances psychotiques, paranoïaques en particulier, qui seraient vécues par tous les nourrissons avant que ce que j'appelle la position dépressive ne puisse être apportée. J'ai vécu cela, j'ai été paranoïaque, je le suis toujours, mais je sais m'analyser et me soigner. Oui, moi je voulais dire quelques mots sur ton livre que j'ai beaucoup apprécié. Et j'aurais aimé te poser la question de la forme de ton livre. C'est-à-dire, au fond, c'est très original pour un psychanalyste. Tu construis des dialogues, alors imaginaires, en même temps tout à fait en phase avec la théorie et l'histoire de ces trois personnages. Et je trouve que c'est très original. J'avais envie de te demander, au fond, comment ça t'est venu, finalement, ce procédé d'écriture qui n'est pas du tout fréquent dans notre milieu. Alors, ça, je te remercie de me poser la question, parce que c'est une question qui mérite plusieurs réponses, en tout cas. C'est-à-dire que mon trajet à moi, c'est que je viens de la littérature. Quand je dis que je viens de la littérature, c'est que je pense que j'ai dû... ça m'a toujours été renvoyé comme image. Je suis un enfant et un adolescent qui a passé son temps dans les livres, quoi. Je suis passé en gros de Tintin à Jules Verne, et de Jules Verne à Balzac et Flaubert. Et en fait, je ne suis pas sorti de Balzac, quoi. Quand j'ai dû m'orienter après mon bac, je voulais... faire des études de lettres, parce que j'avais été, je crois, complètement fasciné par la qualité des portraits de personnages de Balzac. Et donc c'est là, quoi. C'est-à-dire que je raconte des personnages, quoi. Je raconte des personnages, et je me rends compte que quand j'ai commencé à écrire des textes de psychanalyse, je n'ai pas mis très longtemps à me rendre compte qu'au fond... par exemple, toutes les études de cas cliniques, c'est de la fiction, quoi. On raconte des histoires, et il ne faut pas chercher à raconter la vérité, quoi. Il n'y a pas du tout de vérité dans tout ça, c'est de la fiction. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas aller plus loin dans la fiction et voir ce que ça donne si je m'identifie à des personnages de mon histoire psychanalytique, pour le coup, c'est-à-dire Freud, Lacan, Jung, Mélanie Klein, Ferenczi, pour, à travers eux, traverser une autre façon d'être, une autre façon d'entendre, une autre façon d'écouter les patients, mais aussi d'essayer de rendre compte de ces personnes ensemble, en essayant d'être le plus proche possible de ce que je peux imaginer qu'ils étaient, quoi. C'est-à-dire de les rendre vivants. L'idée étant que la transmission de la psychanalyse repose sur la théorie, mais peut-être aussi sur le fait qu'il y a des rencontres entre des personnes vivantes, et que c'est dans ces rencontres que s'élaborent des théories. Et que repartir de ces rencontres, c'est-à-dire de la rencontre entre, par exemple, Ferenczi et Mélanie Klein, c'est partir de la base. C'est-à-dire, ils ont chacun leur théorie, mais leur théorie vient aussi de leur rencontre. Tout à fait. Donc, pour raconter ces rencontres, il fallait leur donner chair, quoi. Voilà. C'est comme ça que je suis arrivé à écrire comme ça. Non, mais c'est ça qui est vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'au fond, avec ton livre, on se plonge dans l'histoire de cette période. Et grâce à toi, on vit aussi...
enfin ce qu'on a lu bien sûr, ce qu'on a entendu, puisqu'on imagine chacune sur ces rencontres. Et là, tu nous les rends en effet tout à fait vivants, et on traverse avec toi cette histoire, enfin avec ces 3 personnages, mais en même temps, grâce à ton style d'écriture, et je trouve ça vraiment très, très intéressant. Il y a des questions évidemment théoriques, mais pas que. Ce sont des personnages. Ah oui, donc, c'est intéressant. Peut-être Marie-Christine Moulier, vous voulez dire quelque chose? Oui. Voilà. Donc, Le souvenir d'une enfance oubliée, il s'agit bien d'un roman. Je vais répéter beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Et pour reprendre ce que disait Frédéric à propos de son goût de la littérature, ça tombe bien. C'est un roman tout à fait vivant dont il se trouve que les 3 personnages principaux sont non seulement des psychanalystes, mais de grands ancêtres. Et qu'on apprend à les connaître, en quelque sorte, d'une manière particulière, j'ai envie de dire à la manière d'un polar. Leurs vêtements, leurs adresses, le temps qu'il fait, les pensées qui gazouillent, les lunettes qu'on essuie, etc., etc. Je vous donne juste un petit exemple. Je cite une phrase. Georg Lukács lui indique un fauteuil, allume une cigarette russe qu'il sort d'un étui en argent, en propose une à Ferenczi, qui décline. Petit exemple. Il y a bien sûr des familiers autour de ces personnages principaux, des personnages secondaires, Grodek, Lénine, Freud, Hermine von Hug dont tu parlais, et qui fait toute une espèce de vie et de milieu, en effet, dont on saisit toutes sortes de tenants et d'aboutissants. Alors, ces grands ancêtres ont tous un lien avec les uns avec les autres, un lien de filiation, symbolique, on va dire, et un lien dans la succession des générations. Avec tout ce que cela implique, d'héritage, de dette, de rejet ou de dépassement. Chacun de nos 3 personnages se trouve dans un lien puissant avec l'autre, avec les autres, qu'on peut bien sûr qualifier de puissamment transférentiels. Ils ont été les analystes et ou les contrôleurs les uns des autres, mais qui n'ont en aucun cas limité leur créativité, voire leur génie. Voir les choses de la transmission de cette manière, par les temps qui courent, j'ai trouvé que c'était particulièrement rafraîchissant. Alors, je me suis également dit que si j'avais eu autant de plaisir à lire ce livre, c'est que j'étais psychanalyste moi-même, et donc familière des personnages. Alors j'ai fait un test scientifique. Je l'ai donné à lire à un marin de ma connaissance. Homme d'action, cartésien, qui n'a jamais lu une ligne de psychanalyse, qui est par ailleurs lecteur curieux tout de même. Le résultat scientifique est le suivant. Le livre fut lu en 2 jours avec le commentaire suivant. Mais c'est pas mal du tout. Et pour les héros, je cite, Ferenczi, sympa mais un peu ennuyeux, Mélanie Klein, folle alliée, et Winnicott, vraiment intéressant. Ça donne envie de lire des trucs à lui. Conclusion scientifique, c'est bien un roman qui se déroule dans un univers particulier comme tous les romans. Cet univers, c'est l'histoire de la psychanalyse. Alors, les héros psychanalystes d'un côté, l'auteur psychanalyste de l'autre. Force est de reconnaître une intelligence du dit auteur, non seulement de l'âme, pour un écrivain c'est tout à fait normal, mais de la théorie et de la pensée clinique de nos 3 zèbres. Le livre est construit et se déploie sur ou grâce à une érudition indiscutable. Frédéric de Révoire connaît son sujet. Et des personnages, leurs textes, conséquents, il faut le bien dire, puisqu'il s'agit du travail de toute leur vie, leurs pensées, leur biographie et leur contexte politique, historique, social. Du bon et sérieux travail de chercheurs. Mais il se trouve aussi qu'on sent de manière charnelle et leur position subjective dans leur histoire, et l'histoire avec un grand H, et leur théorisation, leur création et apport spécifique à la psychanalyse. Je ne peux m'empêcher de penser que ce talent pour l'incarnation a un rapport avec la longue pratique
et la passion de Frédéric de Rivoire pour le travail avec les enfants. Ne te Impossible trompe dans ce... Comment ? Tu ne te trompes pas. Impossible dans cette confrontation avec le vif de l'inconscient, qui est la rencontre analytique avec un enfant, de se planquer de manière cérébrale, d'oublier qu'on a un corps et de ne pas aimer l'enfant qu'on porte en soi à vie. Et alors, l'évidence des sources et donc l'intérêt de la théorie de chacun s'illumine. Je suis impressionnée par la finesse et l'efficace de la présentation des métapsychologies de chacun, puisque c'est ce qui les caractérise. Leur métapsychologie, chacune se nourrissant bien sûr de la découverte freudienne, mais puisant également dans sa constitution psychique singulière de chacun, singulière mais aussi forcément universelle, ressortissant d'un humain. Comme c'est précieux pour nous, point d'exclamation. J'ai oublié de vous dire à quel point l'humour est un vecteur présent de ce qui est percutant dans ce livre. C'est souvent très drôle, et le rire, comme nous le savons bien, c'est le dévoilement de l'inconscient, n'est-ce pas ? À propos de dévoilement, je vous recommande un morceau de bravoure, nous y venons, L'accouchement de Mélanie Klein. Ah. On suit l'aventure en apnée, en tournant les pages frénétiquement. Et comme le lui a dit une collègue, mais on dirait que tu as accouché. Tu l'as confirmé d'ailleurs. Hein ? Malgré son prénom suspect, je crois connaître suffisamment Frédéric pour savoir qu'il n'est pas transgenre. Est-ce qu'il a mon prénom ? Et donc, j'ai voulu savoir quel texte nécessairement fantastique l'avait inspiré. Quel texte de notre Tripierre respecté. Je ne connaissais pas ce fameux texte et n'en avais jamais même entendu parler. Je me suis donc enquise auprès de l'intéressé des références. Et j'ai entendu, il n'y en a pas. Il avait tout inventé, vous l'a dit tout à l'heure, comme beaucoup d'autres choses encore. C'est-à-dire trouver. La clôture du livre est un heureux feu d'artifice, mais qu'il serait vraiment dommage de divulgacher. Je suis un peu d'accord avec vous, mais je vais en dire un peu plus. Attention, hein. C'est un rêve. J'ai le droit quand même un peu ? C'est un rêve. Non. D'accord. C'est déjà beaucoup. Alors, je ne dis pas ce que j'allais dire. Mais il est quand même dommage de ne pas mettre en appétit ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas lu. Et alors, que vous dire ? À travers cette scène de la fin, dont je ne peux pas dire un seul mot, mais d'accord, j'y entends la foi de l'auteur dans la puissance de la vie, de l'infinie possibilité de la créativité, de l'humain et de sa capacité à communiquer. En cela, il n'est guère étonnant que cette dernière partie fasse suite au chapitre consacré à Winnicott. Il me faut à mon tour terminer cette très rapide présentation. Chez nous, en France, il est de bon ton, quand on discute du travail d'un autre, pour être pris au sérieux, de ne jamais oublier de critiquer. J'entends négativement, bien sûr. Un peu de férocité ne nuisant point. Se contenter d'apprécier peut être un peu tarte. Enthousiaste, c'est pour ça que je fais une petite introduction pour que tu te prépares psychologiquement. Et donc, pour valider tout le bien que je pense de ce livre, je vais me plier à l'exercice. 2 choses. Premièrement, dans les premières pages, il est fait mention de Vladimir Ilitch Lénine. Ça ne va pas du tout. Lénine, c'est son pseudonyme de militant révolutionnaire, qui signifie non. Lénine, l'homme de la Léna, fleuve sibérien qu'il a un peu fréquenté, etc. Vladimir Ilitch était ses prénoms de l'état civil, précédant son nom. Ulyanov. Donc, c'est soit Lénine, soit Vladimir Ilitch Ulyanov. Il faut choisir, Frédéric. Deuxièmement, Je t'avais prévenu. C'est dur. Je t'avais prévenu. Deuxièmement, le regard de Mélanie Klein. Oui. Il est décrit au milieu du livre comme noir, sombre et perçant. Ah, j'ai dit ça. Ouais. Et à la fin, elle a les yeux bleus. Elle a les yeux bleus, clairs, vifs et intelligents. Frédéric de Rivoire, qu'as-tu à dire d'aussi graves incohérences? Merci.
J'en suis tout bleu. Je pensais que tu allais me dire, comme j'ai eu quelques remarques comme ça, que de gens qui n'étaient pas psychanalystes, qui m'ont dit ah, ils sont vraiment complètement tarés, hein, les psychanalystes. Hein. Ah ben le mien, il en a dit. Mon lecteur, il n'y en avait qu'un seul qui l'a trouvé bizarre. Oui. Bon, écoute, je ne vais pas relever tes points de détail, parce que je pense qu'il n'y a rien à dire. Mais oui, qu'est-ce que tu veux que j'apporte de plus? Je trouve que c'est intéressant de voir que ça permet à des personnes qui ne sont pas psychanalystes d'apprendre des choses, de s'intéresser. C'était mon but aussi, quoi. Ce que je n'ai pas cité encore, c'est un auteur américain qui est un psy aussi, qui s'appelle Irving Yalom, qui a écrit un certain nombre de livres où il lui-même fait parler Spinoza ou Nietzsche, ou enfin bon. Et moi, j'ai appris des tas de choses formidables à travers des histoires où on voit Spinoza se faire jeter de la communauté d'Amsterdam, enfin, et manger avec son frère. J'ai trouvé que c'était une manière d'apprendre qui est tout à fait intéressante, et je me suis dit, bon, si ça marche, on va entendre des gens qui vont me dire, bon, j'ai appris quelque chose. C'était mon but. Mais donc, si c'est le cas, j'en suis très heureux. Mais je pense que c'est très utile qu'il soit donné à des étudiants. Hein. Ouais, bon, Pour parler très bien. pédagogie, je suis absolument d'accord. Parce que justement, il y a les deux aspects. Hein, c'est très rigoureux sur le plan scientifique, on va dire, sur le plan analytique, et ça se lit dans le plaisir. Et ben alors, ça réussit. Donc, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux pour apprendre? Justement, la transmission, ça ne peut, à mon sens, que passer par une certaine dose de plaisir. Hein, s'il n'y en a pas, ça glisse ou ça reste là-haut. Oui, et puis c'est la dimension littéraire aussi, hein, du talent de Frédéric littéraire, hein, qui permet aussi mais il n'y a pas que ça, d'accéder à ça. Parce qu'il y a d'autres auteurs qui ont un grand talent littéraire, ne parlons pas de notre cher Freud, mais il y a quelque chose de plus, me semble-t-il, que le talent littéraire, dans la façon que Frédéric a d'écrire, c'est qu'il y a la distance de l'humour, de l'écriture, oui, j'insiste, enfin, je l'ai un peu dit tout à l'heure, un peu polar, hein, par rapport aux descriptions, par rapport au suspense. Il y a un suspense qui est ménagé aussi. Et là, on est au-delà d'une belle écriture, hein, que beaucoup de nos collègues ont, bien somme sûr. toute. Bien sûr. Donc, Et puis bon, il y a la question de fond de la place de la psychanalyse d'enfant aujourd'hui. Hein, voilà. C'est-à-dire, ce qui est vraiment intéressant dans notre association, Espace Analytique, c'est à quel point la psychanalyse d'enfant a une place tout à fait importante. C'est-à-dire que non seulement sont enseignés les Mélanie Klein, Winnicott, Ferenczi, mais en plus, on sent qu'il y a un vrai désir, hein, d'un certain nombre de psychanalystes de pratiquer la psychanalyse d'enfant. Et je pense qu'il y a un débat dans le milieu psychanalytique sur cette question. Hein. Quand tu disais tout à l'heure, il y a des écoles de psychanalyse pour lesquelles finalement la psychanalyse d'enfant c'est pas si important. Je pense que c'est intéressant ce point-là, c'est-à-dire de relever que malheureusement ce n'est pas toujours comme un espace. Très bien. Nous sommes bien d'accord. Les interprétations devront être proposées comme des questions et non des affirmations, pour que l'enfant puisse penser par lui-même. N'est-ce pas, docteur Winnicott? Est-ce ainsi que vous pensez cette question, dit Ferenczi? Je crois que vous n'accordez pas la même valeur que Madame Klein au pouvoir de l'interprétation, car celle-ci accorde aux interprétations d'être son vrai travail. N'est-ce pas, Madame? Ferenczi s'arrêta sur cette question. Oui, c'est bien de lire quelques passages parce que ça rend vraiment compte, hein, du côté très très vivant, hein, de ton texte. C'est-à-dire qu'on entre vraiment dans leur questionnement, dans leurs échanges que tu construis, mais en même temps, c'était sans doute comme ça, finalement. Mais c'était sans doute comme ça. C'est évident qu'ils discutaient entre eux et qu'ils parlaient aussi à bâton rompu. Mais je pense qu'ils ont tous construit leur théorie en discutant entre eux et justement sur ce mode. Enfin, c'est comme ça que j'imagine. Oui, oui. Et je voulais pas terminer non plus sans rendre hommage
à quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi parce qu'il m'a beaucoup soutenu dans mon travail et dans mon idée d'écrire des choses un peu différentes, qui est Alain Didier Veil, je repensais à sa pièce qui s'appelle Vienne 1913, qui raconte, comme dans une pièce de théâtre, la rencontre entre Freud qui se promène sur le Prater à Vienne et puis un obscur petit peintre moustachu qui peint des bâtiments, vous voyez, de qui je veux parler. Et c'est tout à fait... ça a beaucoup détonné dans le milieu quand Alain s'est lancé dans l'écriture des pièces et des romans comme ça. Et moi, ça m'a enthousiasmé. Moi, je me suis dit que je lui rendais un peu hommage en faisant ça, parce que c'est vrai que c'est très vivant, très intéressant. Ouais, c'est un des pionniers. Oui, il y a une question, Richard Reichmann. C'était une remarque plutôt, parce que moi je suis très intéressé par le procédé qui consiste à effectivement revenir à une écriture littéraire. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais ce que tu as dit sur la fiction. Parce qu'au fond, quand on réfléchit à la constitution du savoir académique, du savoir scientifique, il y a eu tout un travail pour s'affranchir de la fiction, s'affranchir de la littérature et poser le savoir comme étant exempt de tout cela. Et c'était ça qui donnait sa validité. Dans le même coup, on a perdu beaucoup de choses. C'est-à-dire que tout ce que le savoir académique, ou le savoir théorique, ou le savoir scientifique n'est pas capable de dire, disparaît du champ de la connaissance. Et il est laissé à ceux qui ont des imaginations plus importantes que d'autres. Je trouve très intéressant que ce soit justement des théoriciens, des praticiens, qui reprennent à leur compte la possibilité de dire ce que le savoir académique ou le savoir théorique ne peut pas dire. C'est pas parce qu'on ne peut pas le dire avec ces termes-là que ça n'existe pas. Et c'est pas parce que la fiction n'est pas complètement conforme à la réalité que cette fiction ne dit pas la réalité. Et je trouve que le processus pour le procédé est là pour le coup très intéressant. Et comme tu l'as dit, une histoire de cas, c'est de la fiction. Et même dans l'écriture théorique, il y a beaucoup de fiction. Alors, il faudrait peut-être faire des distinctions, de savoir qu'est-ce qu'on considère comme fiction non acceptable dans la dimension académique et quelle est la fiction qu'on accepte acceptable. Celle qui est acceptable, c'est comment on écrit un cas clinique. Et comment on va montrer un certain nombre de choses différentes de ce que l'auteur théoricien va pouvoir formaliser et dire différemment. On va voir la différence de style. Qu'est-ce qu'on n'accepte pas? L'invention. Et pourtant, il y en a. Alors, c'est l'invention assumée, j'allais dire. C'est ça qui est le grand parjure vis-à-vis de la dimension académique que tu fais, c'est-à-dire, j'assume pleinement ce que d'autres cachent. D'autres font de la fiction mais ne le disent pas. Et moi, je l'assume. Et là, on dit, ah bah c'est que de la littérature, c'est que de la fiction. C'est rigolo, je trouve. Très rigolo. D'ailleurs, tu citais Didier Veil. Dans ses exposés, Didier Veil citait et utilisait très souvent un rêve, qui disait qu'il avait fait un rêve, le rêve de Bosef, qu'il commentait. Et une fois, je me souviens, on était avec lui, et je ne sais plus qui lui avait demandé, mais écoute Alain, est-ce que tu as vraiment fait ce rêve? Et il a répondu, non, mais je me promets de le faire. Ben voilà. C'est aussi une promesse. Je pense que le fait d'inventer, c'est aussi une promesse que la psychanalyse sera toujours inventive, quoi. Et pas un savoir dogmatique et figé, mais quelque chose qui vient toujours se recréer et se réinventer dans une rencontre. Voilà, ça, c'est ça que mais il me semble, enfin je l'ai dit, mais que tu as un souci de la transmission quand même. Ah mais oui. Beaucoup. Et qu'en effet, la transmission, c'est dans la rencontre que ça se passe. En psychanalyse comme ailleurs. Et moi, c'est ce qui m'a le plus frappé, je dirais, à travers ce livre. C'est ton intérêt. Et bon, c'est pas dit en tant que tel, mais ça transparaît dans tout ce que tu mets en avant, y compris par rapport aux 3 générations. C'est que qu'est-ce qui se transmet, comment ça se transmet, et en effet, tu viens de le rappeler, comme le dit notre cher Winnicott, c'est dans la rencontre que ça se passe, la transmission. Mais peut-être aussi que ça tient au fait que le savoir analytique, je dirais, ou en tout cas presque on pourrait parler du savoir de l'inconscient, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas dans les livres. Ça s'apprend, ou en tout cas ça se transmet sur le divan. C'est là que ça se transmet. Ça se transmet sur le divan. C'est pas parce que tu lis 12 000 livres que tu en sais quelque chose de l'inconscient. C'est parce que tu le vis sur le divan. Tout à fait d'accord. Ça se vit d'abord sur le divan, mais pas seulement ensuite. Ça se vit dans les rencontres, avec des collègues, mais aussi avec les hasards de la vie.
Absolument. ou des rencontres avec des personnes qui ne sont pas spécialement psychanalystes, mais qui ont une espèce de don, de rapport avec l'inconscient, et tout d'un coup, on apprend. Et quelque chose se transmet. Tout à fait. Oui, par exemple avec les artistes, n'est-ce pas Dina? Je pense à Dina parce qu'elle travaille beaucoup sur l'art et la psychanalyse. C'est très juste ce que vous dites. La transmission se fait dans les rencontres, pas de transmission hors rencontre. Exactement. Et qu'est-ce qu'une rencontre? C'est encore une autre histoire. On est d'accord. Mais bon. Qu'est-ce qu'une rencontre? C'est-à-dire une rencontre n'est jamais une liaison. Il y a un ratage. Il faut qu'il y ait ratage pour qu'il y ait transmission. C'est pas une vraie liaison, c'est autre chose. Mais il y en a quand même un peu. Il y a du lien. Il y a du lien très fort, plus fort qu'une liaison. Oui, mais c'est sa nature, elle est plus du côté de l'objet impossible, la rencontre. Et c'est peut-être pour cette raison-là qu'on entend, c'est là où on entend l'inconscient. Qu'on n'entend pas dans une liaison. Quelqu'un qu'on connaît très bien, on lui connaît trop. Ça rend sourd de bien connaître. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup beaucoup. Frédéric pour ton livre. Donc nous sommes très heureux d'accueillir Richard Reichmann pour la réédition de son livre qu'il a écrit donc avec Didier Fassin, L'Empire du traumatisme, enquête sur la condition de victime. Donc c'est une nouvelle édition chez Flammarion, collection Chant Essai, avec une nouvelle postface. Donc Richard Reichmann est psychiatre, psychanalyste, anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a écrit plusieurs essais et un roman qui s'appelle Les Vivantes et qui justement va être republié aux éditions du CNRS avec la préface, je crois, de Stéphane Audouin-Rousseau, qui est un historien, également directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Donc, je passe la parole à Orsola Barberis qui va nous dire quelques mots d'introduction à propos de ce livre. Merci Vanina. Voilà, donc c'est quelques mots d'introduction, comme tu le dis si bien, parce que, bien évidemment, je ne vais pas rendre compte du livre, c'est impossible, c'est trop vaste, trop riche, trop grand. Donc j'ai pris juste un axe et je vais essayer de travailler cet axe-là. Mais c'est loin de couvrir le livre en son entier, ne serait-ce qu'au niveau de ses multiples points de développement. En tout cas, comme l'a dit Vanina, il s'agit d'une réédition d'un livre qui est sorti en 2006. 2006, c'est presque il y a 20 ans. Et en fait, malgré le fait que ce livre a été publié il y a 20 ans, cela me paraît absolument essentiel et nécessaire d'avoir réédité ce livre. En soi, bien sûr, parce que c'est un livre qui est d'une érudition extrême et d'une rigueur extrême, mais, et c'est là l'axe que j'ai choisi, mais c'est extrêmement important pour nous aussi, qui travaillons dans la psychanalyse, car ce livre nous dépeint un monde qui se voudrait très éloigné du nôtre, tellement éloigné du monde de la psychanalyse qu'il y a 20 ans, et malgré son succès, dans notre domaine, chez nous, chez les psychanalystes, il nous a filé entre les mains. Bon, sauf bien évidemment pour quelques esprits particulièrement éclairés, ça existe toujours, mais quand même, il me semble en tout cas, qu'il a été difficile pour nous de percevoir entièrement l'enjeu qu'il représentait, que son contenu représentait au regard de notre pratique et surtout au regard du changement épistémologique radical en cours qu'il décrivait. On ne s'est pas rendu compte à l'époque de sa sortie à quel point ce livre nous mettait sur la voie d'un changement qui allait être extrêmement important pour notre pratique.
Certes, la disparition du mot névrose dans le DSM-3 en 1980, ainsi que celui d'hystérie, avait laissé plus d'un perplexe. Par contre, la dépathologisation de l'homosexualité avait été heureusement plutôt bien accueillie, du moins dans la pratique. Mais l'apparition, et là on parle de 80, du PTSD, l'état de stress post-traumatique, avait eu, je dirais, un impact plutôt neutre. En tout cas, pas à la hauteur de la révolution qu'il allait produire. Et donc, on a quelque chose qui marche par étapes. Le PTSD apparaît en 1980, formulé tel que, 25 ans après, Didier Fassin et Richard Reichmann publient justement leur livre. Et dans ce livre, justement, il y a comme une sorte de prévoyance, alors qu'en fait, on est 25 ans après. Mais la prévoyance, c'est justement parce que 25 ans, encore 25 ans après, donc en fait 50 ans après le DSM, donc encore 25 ans après, enfin, nous voyons bien qu'au quotidien, nous voyons aborder les aléas de la vie à travers la notion de PTSD. Ça, à l'hôpital, c'est constant. Donc, prévoyance au sens que, d'une certaine manière, quand le livre est sorti, le PTSD n'avait pas occupé toute la place. Et en ce sens, c'est une véritable prévoyance. Il existait, bien sûr, depuis 25 ans, mais il n'occupait pas la place qu'il occupe maintenant. Or, ce qui pourrait poser problème et que du coup nous devons interroger, est bien le fait que le PTSD ne semble pas vraiment, du moins en surface, avancer la main dans la main avec la psychanalyse. Existe la fonction du fantasme, ce qui ébranle grandement la notion de sujet pour promouvoir celle d'individu, individu à la place de sujet, qui réagit d'une manière, je cite le DSM, normale à une situation anormale. À part le fait qu'on pourrait s'interroger sur ce que c'est que la normalité, mais enfin bon, laisse tomber ça. Mais voilà, c'est une réaction normale par rapport à une situation anormale. Le livre de Didier Fassin et Richard Reichmann ne s'inscrit pas dans une volonté de soutenir un mode de pensée, une approche plus qu'une autre. Il rend compte d'une situation. Situation justement qui, aujourd'hui, elle est partout. Une situation qui, à l'époque, par sa nouveauté, sa configuration, sa prégnance, constitue un changement radical des pratiques, tant et si bien que le domaine, somme toute, autrefois circonscrit du traumatisme, est posé par les auteurs comme relevant désormais de l'étendue d'un empire. L'empire du traumatisme est le titre principal du livre. Donc, le ton est donné dès le titre, et néanmoins, dans cet empire, ou plutôt pour analyser cet empire, les deux auteurs mettent à l'écart les approches. Donc, on met à l'écart deux approches au profit d'une troisième. Les deux approches substantielles, qu'elles soient psychanalytiques ou organicistes, au profit d'une lecture constructiviste de la question. Grâce à cela, grâce à cette opération, ils peuvent se décaler du bien fondé de l'une ou de l'autre théorie pour être à même de rendre compte du, je cite, déploiement d'une catégorie de pensée et de l'avènement d'un régime de véridiction. Il ne s'agit donc pas ni d'aborder le traumatisme comme une donnée psychique inscrite dans l'inconscient, ni d'en chercher une trace matérielle inscrite dans le cerveau. Donc, c'est pas inscrit dans l'inconscient, donc psychanalyse, c'est pas inscrit dans le cerveau,
tout le champ de la neuro, hein, c'est inscrit ni dans l'un ni dans l'autre, mais de s'intéresser au traumatisme en tant que produit. Bon, le mot produit n'est pas neutre. Hein. Celui d'une, j'ouvre les guillemets, citation, d'une mobilisation d'acteurs professionnels de la santé mentale, défenseurs de la cause des victimes en particulier, et plus largement d'une restructuration des sous-bassements d'une restructuration des sous-bassements cognitifs et moraux de nos sociétés. Fin de citation. À noter, c'est très important aussi, l'emploi du terme véridiction, qui, je le rappelle, indique non pas une vérité objective, mais la vérité d'un individu particulier en fonction de sa vision du monde. Cette vision particulière est quand même associée au terme de régime. Dès le départ, le politique, toujours très important avec vous, hein, tout le temps, le politique est donc au centre de la question posée, un politique intimement mêlé au subjectif, ou plutôt un subjectif qui tend à devenir extrêmement puissant et à fédérer les individus en puissance régulatrice. Toutefois, et encore une fois, le but des deux auteurs n'est pas de prendre parti, c'est affirmé le long de tout le livre, mais d'essayer de rendre compte d'une innovation sociale majeure qui a une haute signification anthropologique, à savoir, je cite, le basculement d'un système de savoir et de valeurs, l'ébranlement d'un rapport à la vérité, en somme, la reconfiguration de l'économie morale contemporaine, dont, fin de citation, dont la première et sans doute la plus positive des conséquences est, je cite, la fin du soupçon. Ça, c'est... Voilà, alors là, ça a l'air très compliqué. Là, c'est un peu plus simple. La fin du soupçon, qu'est-ce que c'est, hein? C'est que il y a un très, très long développement, hein, que je résume de manière, on ne peut pas plus abominable, mais ce très long développement montre comment le traumatisme, qui a été d'emblée pris en charge par la psychanalyse, n'était pas sans conséquences. Et les conséquences principales au début de la notion de traumatisme, ça a été l'idée de soupçon. Hein. Et justement, la méfiance qu'on avait vis-à-vis des traumatisés de la guerre 14-18, et que donc, effectivement, on faisait des choses abominables pour les renvoyer sur le front en les accusant de lâcheté. Et de notre côté, effectivement, il y avait les traumatisés des chemins de fer, parce qu'au début des chemins de fer, il y avait quand même beaucoup d'accidents, et les traumatisés des chemins de fer, en fait, il était accusé d'être des profiteurs. Donc, le départ du traumatisme, effectivement, est un départ lié fortement au soupçon. Et là, c'est la fin du soupçon. Ça n'existe, entre guillemets, plus. Ce qui frappe est justement le peu de place qu'a gardé la psychanalyse sur cette scène. Hein, donc, sur la scène, justement, du traumatisme. Elle en a plus pratiquement aucune, enfin au niveau officiel bien sûr, alors qu'elle fut pionnière sur le sujet. Il suffit de penser par exemple au témoignage de Bion, ou encore plus à l'investissement de Victor Tosque dans cette cause pour sauver des déserteurs du peloton d'exécution. Lui-même, il risquait fort en défendant des déserteurs, publiquement, officiellement, parce qu'il était en même temps avocat. Mais à l'époque, l'étang n'était pas à la revendication des droits, bien plutôt à la protection de ceux qui ne savaient pas se défendre.
Aujourd'hui, en revanche, grâce aux différentes associations, ces droits sont acquis à presque toute personne subjectivement se réclamant de traumatiser et par la même victime. Le traumatisme aujourd'hui n'est plus l'origine de la souffrance soignée par les psychanalystes ou les psychiatres, il est pour le moins une ressource grâce à laquelle on peut faire valoir un droit. On comblerait ainsi un besoin là où resterait ouverte la question de la demande. Un droit qui, donnant lieu à une rétribution financière, parce que c'est ça la question, viendrait combler le traumatisme encouru. Comme on me reconnaît victime, c'est bon, je ne suis plus traumatisée. Mais le traumatisme ne faisant plus, grâce à la compensation financière, ne faisant plus trou dans le psychisme, le traumatisme semble donc avoir pleinement abandonné l'idée de Lacan du traumatisme. Or, justement, c'est ce que la cure analytique permettait aux sujets soumis à l'effraction du réel. C'est ça que la cure analytique permettait à quelqu'un qui sur lequel le réel avait fait effraction. C'est produire une élaboration sur ce qui faisait trauma pour lui. Bon, ça, fini. Car, bien évidemment, encore aujourd'hui, je mets aujourd'hui entre guillemets, tous ne réagissent pas au traumatisme de la même manière et avec la même intensité. Par exemple très simple, Primo Levi se suicide quelques 40 ans après avoir rescapé à son internement à Auschwitz. Et ce grand peintre qui est Zoran Muzic, il meurt de vieillesse 60 ans après avoir quitté Dachau. Bon, ils ont à peu près eu le même traumatisme, mais bien évidemment, ils ont vécu le traumatisme et la suite du traumatisme de deux manières différentes. En même temps, on peut dire, quand je dis aujourd'hui, justement, j'ai mis des guillemets, parce qu'en fait, ils appartenaient à un monde passé. C'est pas le monde d'aujourd'hui. Un monde que les auteurs font débuter dans l'Europe de la fin du 19e et dans laquelle pourront prendre racine tout aussi bien une vision savante du traumatisme ainsi que la conception morale permettant la reconnaissance des victimes. Je cite, « À rebours de la plupart des études conduites dans ce domaine, nous défendons par conséquent la thèse selon laquelle la reconfiguration des relations entre le traumatisme et la victime, celle-ci devenant légitime à mesure que celui-là vient l'attester, est le produit d'une double généalogie. » Donc, vision savante et conception morale. Par extension, en ayant inauguré justement le champ du traumatisme, il revient clairement, et par ce fait-là, il revient clairement à la psychanalyse d'avoir permis l'avènement d'une construction victimaire, qui par ailleurs, et c'est un grand paradoxe, lui ressemble si peu. Donc voilà, là on est en paradoxe absolu, mais elle a été la première à s'occuper, et de manière puissante, de l'idée de traumatisme. Et en fait, voilà, il n'en reste pas grand-chose de sa façon à elle de s'en occuper. Mais en même temps, c'est elle qui ouvre le champ. Donc, parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, un sujet sans fantasme n'est plus un sujet, devient un individu, et un individu manifestement dépourvu de toute action psychique dirigée vers ce que Lacan a appelé un savoir-y faire avec son traumatisme. Et guéri, toujours le même individu, guéri, voire même empêché de tomber malade, donc dans l'état de stress post-traumatique, grâce à la reconnaissance de son être victime. Il suffit de reconnaître, c'est bon, on ne tombe pas malade. Reconnaissance qui doit, pour être vraiment telle, ou en tout cas efficace, devenir, inversion de rôle, simple corollaire d'une compensation financière. L'effet, je souligne que c'est un effet, c'est pas un consentement, c'est un effet de consentement de la construction victimaire
produit par la psychanalyse est probablement à chercher dans son attachement aux symptômes et par conséquence aux pathologiques, alors que la société occidentale, depuis la fin des années 60, et c'est là où peut-être on n'a pas réussi à vraiment saisir ce qui était en train de se passer et justement ce qui pouvait nous éloigner et nous laisser prendre la place à autre chose. C'est que, justement, depuis les années 60, toute la société occidentale se dirigeait vers le politically correct. Et en fait, c'est quoi le politically correct? C'est une normalisation, une inclusivité de ce qui pouvait paraître un élément discriminant du langage. Il était alors déjà en acte, même si évidemment c'était pas facile d'en discerner les conséquences, une sorte de renversement radical qui refusait toutes sortes de stigmatisation et par là même une négation du pathologique qui, dans le cas du traumatisme, devenait une simple, je cite, rencontre injuste entre un homme ordinaire et un événement hors du commun, c'est-à-dire intolérable. Et ça, tu le cites dans ton article de 2005. Donc, en fait, voilà, si effectivement le traumatisme n'est plus la cause d'une pathologie, quelle qu'elle soit, c'est juste, c'est normal, on réagit de telle façon parce que c'est inacceptable ce qui s'est produit. C'est quand même voilà, une négation de tout ce qui est pathologique qui est quand même pas légère. Ce qui relève néanmoins du paradoxal dans la mise à l'écart, dans le dépassement de la psychanalyse au sujet de l'état post-traumatique est la découverte par Freud de la réalité psychique, dont la véridiction de Foucault assemble, on l'a vu, un certain nombre d'aspects essentiels. Principalement une vérité qui ne relève pas forcément de l'objectif, mais bien plutôt de la vision d'un monde, d'un sujet particulier. C'est quand même assez fou de se dire que oui à la véridiction, non à la réalité psychique. Il y a quand même là quelque chose qui est un peu gênant. Parce qu'en fait, la véridiction, c'est une sorte de doxa, une réalité psychique qui serait néanmoins privée, et donc ce n'est plus une réalité psychique, de son point le plus puissant. L'aspect fantasmatique et son lien au désir, ayant comme corollaire le travail, par la mise en parole, par l'adresse à quelqu'un qui écoute, entend, et qui conduit vers l'élaboration. Donc c'est actif. Je peux faire encore... Donc, nous sommes là devant un point essentiel. Non seulement le traumatisme n'est plus la marque d'une faiblesse psychologique ou d'une lâcheté, comme la névrose de guerre, mais se transforme avec le stress post-traumatique en une sorte de gain pour les victimes, je cite, « puisqu'il éclipse enfin la douloureuse introspection narrative ». Ça, c'est toujours en 2005. Donc, voilà. Donc, non, il n'y a plus d'introspection, ce sont les faits bruts. L'état pathologique devient un état normal et plus l'événement est considéré intolérable, plus la réalité traumatique des victimes est incontestée. L'objectivité de l'événement rend la parole inutile, seuls les faits comptent. C'est un peu inquiétant. Dans cette évolution que la société imprime à l'effet traumatique, nous rencontrons parfois des comportements étonnants ou qui peuvent paraître tels. Alors là, effectivement, il y a long développement sur AZF. Bon, j'en ai pris que l'aspect que je trouvais un peu marrant, honnêtement, mais pas que. J'ai pris deux aspects, un tragique et un autre effectivement marrant. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je ne m'en souvenais pas, donc c'est grâce au livre que je me suis soi-disant souvenu. Quand il y a eu l'explosion, tout le monde, toute la ville de Toulouse a été considérée victime. Toute la ville. Et tout le monde a été
indemnisé, merci, a été indemnisé en tant que victime, même ceux qui habitaient très loin de l'explosion et qui n'avaient eu aucun dégât. Tout le monde. Mais ce qui est plus drôle, c'est que les Toulousains, que ce jour-là étaient ailleurs, je ne sais pas, en vacances ou pour le travail, etc., ils ont été considérés victimes aussi. Et ça, c'est quand même assez drôle, enfin, de mon point de vue. Voilà, ça, c'était le grand chapitre sur AZF sur lequel je veux revenir parce que ça ne s'arrête pas là. Et là, c'est pas drôle du tout, par contre. Mais on a aussi d'autres champs où on peut s'interroger, vous rapportez les faits tels que, sans plus, hein, mais où moi, je m'interroge sur qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, être considéré victime parce que lors de la destruction des tours jumelles à New York, les gens qui, pendant 48 heures, ont regardé en boucle la nouvelle, ont été considérés victimes du fait que, bah oui, les images, elles étaient toujours les mêmes, mais à un certain moment, bah, ça a porté atteinte à leur équilibre. Oui, d'accord, on était peut-être pas forcément obligé de regarder, mais en boucle. Hein. Donc ça, qui fait un peu bizarre. Et l'autre aspect qui est beaucoup plus tragique, par contre, parce que c'est vrai que autant ça, je trouve que l'histoire de la télé, là, c'est un peu tiré par les cheveux, autant le dernier exemple est très puissant parce qu'il est quand même quelque part très douloureux. C'est que le PTSD a été, entre autres, mis en place de manière vraiment efficace au retour du Vietnam. Enfin, à partir du retour de la guerre du Vietnam. Donc, les soldats qui revenaient du Vietnam. Et c'est à partir de là qu'après, c'est rentré dans le DSM. Et c'était une telle catastrophe, ce retour de la guerre du Vietnam, que tout à coup, effectivement, on a commencé à voir les conséquences. Et on s'est pris les conséquences par rapport aux soldats, par rapport à ceux qui avaient subi un traumatisme, les bombes, la jungle, etc., etc. Mais ce qu'il y a de tragique au sens vraiment le plus ample du terme, c'est que à un certain moment, on a pris en compte aussi les soldats qui avaient eux-mêmes pratiqué des exactions épouvantables. Notamment, vous parlez du village de My Lai. Le village de My Lai, ça a été une horreur absolue. Un village entier où il restait que des femmes, des enfants et des vieillards et qui a, de manière absolument froide et scientifique, été anéanti. Tout le monde a été massacré par des soldats qui n'étaient pas apparemment en état de stress. Et pourtant... On y reviendra, mais si... Si, non, mais bien sûr qu'ils étaient en état de stress. Mais quand je dis apparemment, justement, c'est parce que ils étaient calmes. Ils étaient... Non, c'est juste qu'ils étaient d'apparence calmes. Ben, sinon, ils n'auraient pas été... Oui, c'est ça. À l'époque, ils ne pouvaient pas être considérés comme étant en état de stress. C'est grâce à la construction ultérieure qui va venir qu'on va pouvoir dire ils étaient en état de stress. Ce qui est possible qu'ils l'étaient. Mais au moment des faits, c'était impossible d'utiliser cette terminologie pour décrire cette situation-là. Je peux là. Juste. Le point, c'est qu'effectivement, ce qui a été relativement établi, y compris par que ce soit des experts militaires, soit les gens qui ont jugé, c'était Cazet ou quelque chose. Oui, lieutenant Cazet. C'est que cette section-là, ça faisait des jours qu'ils étaient harcelés par les Vietnamiens qui pratiquaient ce qu'on appelait la guérilla, c'est-à-dire par un ennemi qu'ils ne voyaient jamais. Mm-hmm. Et les mecs sont arrivés à ce moment-là, alors ça ne justifie rien, hein, on est d'accord, hein, mais ils sont arrivés dans un état, après des jours de harcèlement, de mort dans leur rang, etc., avec un ennemi qu'ils ne voyaient jamais, ils sont arrivés dans un état absolument lamentable. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est du stress, si c'est autre chose, si c'est... Mais c'est pas ce qui a été retenu au procès. Ce qui n'est pas ça qui a été retenu au procès, c'est-à-dire qu'on les a considérés comme responsables. C'est dans l'après-coup
où on s'est dit qu'ils ont développé un stress, non pas de leur compagnie qui avait été massacrée auparavant, mais ils ont développé un stress des actes qu'ils avaient commis. Et c'est ça la grande transformation dont tu parles. Ouais, ouais. Ils le disent d'ailleurs, il y a le film de Reichenbach là-dessus qui est remarquable. Je redonne la parole à Orsola. Voilà, bon là j'ai fini pratiquement. Donc en fait, justement, encore une fois, vous présentez tout ça sans prendre officiellement de position, parce que votre prise de position est ailleurs. Hein. Et en fait, ce qui émerge à travers tout le livre, c'est que, et c'est en filigrane en fait, mais c'est une filigrane puissante, la dénonciation des inégalités qu'il y a au sein d'un système qui affirme l'universalité des victimes. Et ça, c'est vraiment très, très fort. L'exemple, par exemple, que vous donnez de l'explosion à Toulouse, j'avais dit que j'allais y revenir, tout le monde est concerné, tous les Toulousains, exception faite 2 catégories. La première catégorie, ce sont les ouvriers de l'usine. Pourquoi ? Ils doivent être les premiers à être victimes. Pas du tout. Ils sont suspectés d'être responsables du désastre. Comme quoi, la suspicion s'est déplacée, mais elle est toujours là. Et les malades mentaux de l'hôpital Marchand, situés à très grande proximité et complètement détruits. Donc voilà 2 catégories qui, eux, ne sont pas des victimes. Les ouvriers et les malades mentaux. Et il faudra plusieurs jours, là je vous cite, il faudra plusieurs jours pour que Bernard Kouchner se rende sur le site de l'hôpital et son message restera exclusivement adressé à qui, d'après vous ? Eh bien, ça va être adressé que au personnel. Et les malades qui ont peut-être eu peur, parce que, après tout, pourquoi pas ? Ben non, rien, il n'existe pas. Cette exclusion signifie de toute évidence, pardon, je suis en train de vous citer, cette exclusion signifie de toute évidence que les malades mentaux ne sont pas considérés comme des victimes de la catastrophe. Ils demeurent, avant tout, des malades mentaux relevant du régime général des soins psychiatriques plutôt que du registre particulier du traumatisme. Fin de citation. Et effectivement, ils manquent de force de frappe. Ils ne se réunissent pas en comité et personne ne se donne la peine de le faire à leur place. Ce qui prend forme tout au long de votre livre alors, et que vous revalorisez dans votre postface à cette nouvelle édition, c'est dans la postface que vraiment les choses prennent de l'ampleur, est la révélation qu'à l'échelle planétaire, on a une profonde ambiguïté qui éclate, une ambiguïté éthique inhérente au traumatisme, l'inégale distribution de sa reconnaissance. Ce ne sont pas tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants qui peuvent prétendre à être traumatisés. Faut-il encore appartenir à une société capable de résorber leur position de victime en leur offrant les instruments nécessaires pour pouvoir se réunir, chacun individuellement, et puis en collectivité, et pouvoir ainsi, à travers le collectif, s'adresser à un pouvoir public obligé de les écouter. Donc, dans ce qui pourrait être, et ça c'est ma conclusion, une véritable débâcle de la psychanalyse, surgit alors dans votre livre un cri d'indignation et d'indignation politique, celui d'un système qui laisse les plus démunis pour compte. Un cri contre une sorte de règle inique, je cite, qui ne fait guère entendre les voix des opprimés et des minorités, le traumatisme restant une catégorie à laquelle une grande part de l'humanité n'a guère accès, fin de citation, et qui du coup devient un champ indispensable à reconquérir pour la psychanalyse. Merci beaucoup Orsola de ta lecture. Donc je passe la parole à Richard Reichmann. Tout d'abord, je voudrais vraiment te remercier pour cette lecture que je trouve remarquable à plus d'un titre. D'abord pour avoir saisi
un angle précis et de le tenir jusqu'à la dernière phrase de conclusion, qui est aussi le rapport que entretient le traumatisme à la question psychanalytique. Ça, c'est la première chose que je trouve vraiment remarquable. La deuxième, c'est d'avoir donné des éléments contextuels par rapport à la première publication et la republication. Parce que c'est vrai que ce livre est issu d'une très longue enquête. Hein. Je sais pas, moi, ça faisait déjà une dizaine d'années que je travaillais sur le traumatisme, et avec Didier, on a dû faire 5 ou 6 ans d'enquête. Donc, et d'écriture. Donc, vraiment, c'est un énorme travail. Et c'est vrai qu'au moment où il est sorti, et il est passé sous les radars, en tous les cas sous les radars des psychanalystes, un peu des psychiatres, pas des anthropologues, pas des sociologues, pas des historiens. Mais là, il y a eu un certain manque des intérêts, ce qui peut arriver sur plein de livres, hein, c'est pas un problème. Ce qui est étonnant, c'est qu'on parlait beaucoup des États-Unis et que ce livre va revenir en France grâce aux États-Unis. Parce que c'est au moment de sa publication aux États-Unis où là, il va avoir un nouveau succès. Pas tellement chez les psychiatres, mais chez les anthropologues et toutes les sciences sociales qui vont avoir enfin aussi un élément pour lutter contre une hégémonie que la psychiatrie est en train de prendre aux États-Unis pour finalement contrôler l'espace social. Parce que ce qui est important de voir, c'est comment les régulations sociales de la psychiatrie ont changé. On n'est plus dans cette grande période que décrivait Foucault dans l'histoire de la folie à l'âge classique, où il s'agit de gérer les schizophrènes et donc de ce grand partage entre la raison et la déraison. C'est fini. Certains psychiatres pensent encore que le rôle social défavorable de la psychiatrie, c'est de gérer les fous. C'est pas vrai. Tout le monde s'en moque des fous. Sinon, ils n'auraient pas à bénéficier de ce que l'on donne aux malades mentaux, c'est-à-dire les mêmes droits qu'aux personnes les plus démunies, c'est-à-dire que les pauvres qui n'arrivent déjà pas à sortir, à vivre avec les prestations qu'on leur offre, comment peut-on imaginer que des schizophrènes pourraient s'en sortir ? À l'évidence, ça ne prend pas en compte cette spécificité. Ce qui montre bien que la régulation sociale que fait la psychiatrie ne porte plus sur le partage entre la raison et la déraison et le partage entre les schizophrènes et les autres. Par contre, ça porte sur des avatars de ce qu'on pourrait appeler les avatars de la normalité. Et le paradigme du traumatisme est devenu un élément central de l'action psychologique dans l'espace social. Et c'est aussi pour ça que aux États-Unis, cette tension, c'est plus remarqué. Quand le livre est revenu en France par l'intermédiaire des États-Unis, là, il a commencé aussi à questionner différemment, aussi parce que l'essor du traumatisme psychique est devenu considérable. Le nombre d'unités spécialisées dans le psychotrauma est absolument considérable aujourd'hui. Il n'y a pas un lieu où on ne peut pas parler d'état de stress post-traumatique, et on a l'impression presque une grande partie de la psychiatrie est post-traumatique. C'est-à-dire qu'on va chercher le traumatisme, le vrai, hein, le pur, pas le traumatisme inconscient. On va chercher celui qui serait dans la réalité. Mais encore une fois, les psychiatres, malheureusement, se font rouler dans l'affaire. Parce que là où ils pensent que leur catégorie vient désigner quelque chose de l'individu, comme on le disait, ou du psychisme, ce que nous avons essayé de montrer, c'est que ce glissement qui s'est fait entre le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui n'est pas qu'un glissement moral sur ce qu'est le traumatisme, mais bien sur son objet. Ce qu'il s'agit de qualifier aujourd'hui avec le traumatisme, ce ne sont pas des individus, ce ne sont pas des sujets, ce ne sont pas des groupes de population, ce sont des événements. Et ça, c'est fondamental. Si on ne saisit pas qu'aujourd'hui le traumatisme est pour qualifier un événement que socialement on va considérer comme étant inacceptable, on ne comprend pas l'essor qu'il peut y avoir autour. Il ne va pas qualifier des victimes nécessairement. Les victimes vont permettre, à l'inverse, de qualifier l'événement. C'est ce que tu décris formidablement bien sur Toulouse, où l'enjeu, c'était de qualifier ce qui s'était passé à Toulouse. Un événement national. C'est pas un événement national, c'est une usine Seveso qui se trouve au milieu d'une ville. Normalement, il ne doit pas y avoir d'usine Seveso à telle proximité de la population. Et la qualification de traumatisme psychique va permettre pendant un certain temps d'exonérer la responsabilité du maire, alors que, à la même époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y avait un panneau de basket qui tombait dans une cour d'école, le maire était immédiatement mis en cause. Là, vous avez une usine qui explose, une usine Seveso interdite qui explose, et toute la ville se solidarise derrière la notion de traumatisme qui va permettre de qualifier l'événement. Et ça, on le retrouve encore considérablement aujourd'hui. Alors, quel intérêt ça a pour la psychanalyse de dire ça ? Beaucoup, beaucoup.
Parce que comme tu le rappelais gentiment, je suis également psychanalyste, même si c'est un ouvrage d'anthropologie. Beaucoup parce que il me semble qu'une méprise s'est mise en place pendant toutes ces années. D'abord, la psychanalyse aux États-Unis s'est heurtée au développement de l'état de stress post-traumatique, comme il s'est heurté aux droits des minorités, comme il s'est heurté aux droits des femmes, comme il s'est heurté aux droits des homosexuels pendant un certain temps, par rapport à une doxa psychanalytique qui n'était pas infondée sur le plan freudien, mais qui était totalement infondée au regard des évolutions de la société. Ce que la société demandait, c'était une qualification qui permettait de défendre des droits. Les psychanalystes ont dit « nous ne pouvons pas le faire ». À partir du moment où les psychanalystes ont dit « nous ne pouvons pas le faire », rien d'étonnant à ce que d'autres aient décidé de le faire. Hein, et les psychiatres du DSM ont pris une place qui leur avait été laissée vacante. Hein. Ils n'ont pas eu à se battre du tout. Les autres ont dit « nous, on n'intervient pas dans cette sphère-là. On ne peut pas. Précisément, nous sommes des spécialistes de la réalité psychique. Nous ne pouvons pas intervenir sur la réalité événementielle. » Ce qui n'est pas faux, du tout. Le problème, c'est que dans un second temps, certains se sont opposés à ces évolutions, non pas de la psychiatrie, mais des évolutions sociales. C'est-à-dire que les acquis que permettait quand même l'avancée des droits civiques au nom de blessures, au nom d'une sorte d'histoire des vaincus. Et c'est ce cheminement-là qui aujourd'hui se retrouve et qui, me semble-t-il, mérite d'être interrogé. Le traumatisme est devenu une affaire beaucoup trop importante pour qu'elle soit laissée aux psychiatres, aux psychanalystes, aux psychologues. Beaucoup de psychiatres, de psychologues n'accepteront jamais de l'abandonner. Il me semble que si les psychanalystes ont quelque chose à faire aujourd'hui, c'est d'abandonner le terme, au fond. Le terme. A-t-on vraiment besoin de se bagarrer sur le terme de traumatisme qui dit tout autre chose dans l'espace social? Il dit tout autre chose que ce que Freud a inventé avec le traumatisme. Il dit tout autre chose que ce que la psychanalyse a pensé autour du trauma. Le conflit vient là. Si on laisse à l'espace social la primauté de dire cette chose-là est traumatisante pour dire c'est inacceptable. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avant, à l'ère du soupçon, quand vous disiez c'est traumatisant, vous disiez cette personne est un faible, un lâche ou quoi que ce soit. Donc, c'était disqualifiant. Aujourd'hui, quand vous dites quelqu'un a vécu un traumatisme, vous qualifiez l'événement qu'il a vécu. C'est tout. Vous qualifiez que, par exemple, certains abus sexuels sont totalement inacceptables. Pourquoi sont-ils inacceptables? Pas parce que la loi les interdit, parce qu'on considère que c'est traumatisant, au sens où la société pense que c'est traumatisant. Faut-il guerroyer là-dessus? Je ne suis pas sûr. Faut-il se dire, oui, la société veut penser que c'est un traumatisme, pour qualifier l'intolérable, puisqu'on a perdu l'intolérable religieux, on a un peu perdu l'intolérable sociétal, on trouve un intolérable psychologique. Alors, c'est pour ça qu'on se trouve dans une situation très différente de celle de Freud, pensant la civilisation, parce qu'à cette époque-là, la psychologie ne nous donnait pas la norme. Aujourd'hui, dans l'espace social, la psychologie de comptoir, pardonnez-moi, donne la norme. Faut-il que les psychanalystes se battent pour dire « nous donnons la norme mieux que les autres » Ou faut-il qu'ils décident de dire « c'est pas notre affaire, vos normes sociales ». D'abord parce qu'elles vont changer. Parce que pendant un temps, on l'a dit, dans quelques temps, on ne le dira plus, et ça va continuer, cette chose-là. Donc si l'on veut retrouver, comme tu le disais très justement, ce lieu où il est possible d'entendre la demande d'un sujet différemment, on peut utiliser un autre terme. Ce que tu n'as pas dit de mes activités, ça fait 35 ans, peut-être un peu plus même, que je travaille avec des réfugiés, des victimes de violences. Je ne vais pas arrêter. Je ne suis pas en train de dire que le traumatisme n'existe pas. D'un point de vue clinique, je ne fais que ça. Mais quand les gens viennent me parler de leur traumatisme, ils ne me parlent pas de leur traumatisme, ils parlent de leur vie. Ils ne sont pas exclusivement focalisés là-dessus. Ils ne sont pas juste sur l'événement, et c'est pas l'événement qu'ils ont envie de me faire entendre, c'est la façon dont ils ont vécu l'événement, et dont surtout ils n'ont pas envie d'être exclusivement indexés à cet événement-là. Je trouve que seuls les outils de la psychanalyse me permettent de sortir de cette focalisation que justement les grands spécialistes du psychotrauma ne font pas, puisqu'eux ils disent « parlez-nous de ce qui vous est arrivé ». Et les gens répondent « moi j'aimerais bien vous parler d'autre chose ». Non,
Parlez-nous de ça. J'aimerais bien vous parler d'autre chose. Ah, ça prouve que c'est indicible, ce truc. C'est peut-être pas indicible, c'est juste pas ça dont j'ai envie le plus de parler. Et je crois qu'il y a là un espace qui permet de sortir aussi de ce dilemme dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, où le champ social et le champ psychologique sont confondus dans leur aptitude à définir la norme. Mais on n'est pas obligé de rentrer dans ce jeu-là. Mais bon, les répercussions sont quand même... on voit bien à l'hôpital dans lequel je travaille, et je crois qu'il est resté un seul psychiatre, psychanalyste dans cet hôpital. Que nous avons la chance d'avoir parmi nous. Alors qu'il n'y avait que ça. Oui. Donc il y a quand même une mise à l'écart. Il n'y a plus beaucoup de psychiatres non plus. Ça, c'est vrai. Absolument juste. Je peux dire quelque chose? Déjà, ça c'est la clinique de la psychanalyse, c'est une clinique d'après-coup. C'est jamais linéaire. Et le traumatisme tel qu'il est conçu de manière vulgaire, entre guillemets, c'est une clinique linéaire. Ça veut dire cause-effet, les causes donnent les mêmes effets. Absolument. Or, les causes ne donnent jamais les mêmes effets. J'aime beaucoup l'expression savoir y faire, parce que dans cette expression qu'il va utiliser pour l'inconscient, savoir y faire avec l'inconscient, c'est qu'on voit bien que au savoir s'ajoute un faire, et le faire est là pour trouver le savoir. C'est ça l'idée du savoir y faire. Et enfin, en ce qui concerne ce qu'on appelle la clinique traumatique, j'ai beaucoup reçu, parce que comme je parle la langue des Syriens durant la guerre civile, et qui ont vécu des choses vraiment radicales, c'est-à-dire du jour au lendemain, ils ont tout perdu, ils arrivent en exil dans un pays, ils ne parlent même pas la langue, donc double exil de la langue et exil du pays. Une fois, donc les premières séances, ils vont parler de la guerre, de leur errance, de comment ils sont arrivés en France, mais au bout de quelques séances, de quoi parle-t-il? Des problèmes de couple, des enfants, de l'amour, et c'est là où on voit le sujet. Le danger du côté de l'analyste, c'est qu'il ne réduise pas le sujet à cette situation dite traumatique, à la guerre, etc. Et là, pour la guerre, ce qui s'est passé au Liban récemment, j'ai reçu beaucoup de psychologues qui sont venus en supervision pour me poser cette question. Comment faire avec cette clinique? J'ai dit, ne les réduisez surtout pas au conflit, parce que l'idée, c'est de sortir d'un état de langage. C'est ça le but de l'analyse. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, et c'est fondamental. Mais il y a aussi un risque. C'est que pendant un certain nombre d'années, les psychanalystes n'ont pas voulu entendre le traumatisme non plus tel que les personnes pouvaient le raconter. C'est-à-dire, comment peut-on ne pas tenir compte de quelque chose exclusivement? Ce n'est possible qu'à la condition de le prendre en considération. Or, il y a des situations dans lesquelles, au moment justement où le livre est sorti, où les psychiatres et les psychanalystes ne voulaient pas le prendre en considération. C'est ce qui a fait qu'aux États-Unis, les choses se sont transformées du côté du DSM plutôt que de la psychanalyse, parce qu'ils disaient, pour nous, le traumatisme, ça n'existe pas. C'est la question du fantasme, c'est la question de la réalité psychique. On ne peut, me semble-t-il, ne pas prendre en considération quelque chose qu'à condition de ne pas l'ignorer. Or, ce que vous dites très justement, c'est que vous ne l'ignorez pas. Et les gens qui viennent vous parler, ils savent que vous savez. Et donc, c'est possible de parler d'autre chose. Si jamais, dans cette rencontre, ils pensent que, 1, vous n'en savez rien, et que 2, vous ne voulez rien en savoir, ce qui s'est souvent fait, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de parole qui est possible. Et si, d'un autre côté, ils pensent qu'il n'y a que ça qui vous intéresse, eh bien, non plus, il n'y a pas. Donc, c'est ce cheminement qui est extrêmement compliqué et qui ne se fait pas tout le temps, et sur lequel, justement, je pense que les psychanalystes ont quelque chose à dire. Ne pas prendre en compte, ce n'est pas ignorer. C'est tout un autre cheminement. Ça rejoint le paradoxe que vous évoquiez tout à l'heure. Je trouvais ça très, très bien dit d'ailleurs, que par rapport à la situation aux États-Unis, quand effectivement les psychanalystes ont dit le trauma, nous, non, on n'intervient pas là-dessus, etc. Et comme vous disiez, dans le social, on laisse la place à d'autres
de s'en occuper et de le redéfinir tel que vous l'avez posé. Le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre de patients qui arrivent sur cette base-là, qui arrivent avec leur trauma tel qu'il est défini à l'extérieur. Et alors, comment ça se présente ? Ça se présente comme une espèce d'hyper-résistance. Alors, c'est une très belle formule que de dire le moyen de prendre en considération, c'est de ne pas l'ignorer. De ne pas le prendre en considération, c'est de ne pas l'ignorer. Parce qu'effectivement, ils arrivent. Alors, quand je dis une hyper-résistance, la résistance, ça nous intéresse. Bah oui, forcément. Mais effectivement, on va passer autour. Parce que ça se présente comment ? Ça se présente comme une sorte de bouchon, un cran de sûreté. La personne, elle arrive en disant, voilà, je vais vous raconter mon histoire, il y a une scène, il y a ceci. Et je dirais presque que ça parle tout seul. C'est censé parler tout seul. Parce que, peut-être contrairement à ce que vous disiez là tout à l'heure, moi, la plupart du temps, les gens, ils n'ont pas très envie d'en parler. Quand on questionne un petit peu au début pour voir comme ça, ou pour entendre, il n'y a pas grand-chose qui vient. C'est censé parler tout seul. Mais en fait, c'est surtout taire tout seul. C'est une façon de dire, bon, il y aura une limite, et cette limite, c'est une sorte de grande sûreté, au-delà duquel je ne vais pas. Et effectivement, ce sera en travaillant autour que progressivement, ce bouchon, il sera rendu, dans le meilleur des cas, il sera rendu inutile. Je peux juste dire un mot sur ce que vous dites qui est vraiment très important. En même temps, un sujet ne peut pas dire quelque chose s'il n'y a pas un discours dans l'espace social qui permet de le dire. L'histoire collective n'existe qu'à partir du moment où elle est portée par un certain nombre de gens qui ne l'ont pas vécue. C'est ça la définition de l'histoire collective et de la mémoire collective. C'est le jour où vous avez toute une série de gens qui se disent « je suis français et le 14 juillet, ça veut dire quelque chose pour moi ». Je ne l'ai pas vécu le 14 juillet. Mais c'est ça qui fait communauté, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait un discours général qui dise quelque chose. C'est ce qu'on peut voir avec MeToo. À partir du moment où il y a un discours collectif qui existe, la parole intime devient possible parce qu'elle n'est pas aussi intime que ça et des femmes peuvent dévoiler les violences qu'elles ont subies, pas parce qu'on est au courant, mais parce qu'il y a un discours collectif dans lequel c'est possible de le dire, et où le dévoilement de l'intime n'est pas exactement le même que ce qui aurait été il y a 20 ans auparavant, parce que le dévoilement de l'intime il y a 20 ans, c'était elle avait qu'à pas se trouver là, elle avait qu'à pas avoir de mini-jupe, elle avait qu'à pas faire ce métier-là, et puis basta. Elle connaissait la règle, elle savait que si elle faisait du cinéma, il y avait une sorte de consentement à la règle, qui n'est pas du tout pareil que le consentement de la personne, et donc un discours qui était impossible. Aujourd'hui, il existe un certain nombre de discours sociaux qui vont permettre à ce que des histoires traumatiques, entre guillemets, ou difficiles, puissent se dire. Toute la difficulté de la psychanalyse, me semble-t-il, c'est que les sujets ne restent pas murés là-dessus. Mais ça, c'est avec n'importe quel autre symptôme. Ça ne change pas vraiment la donne. Ce qui change la donne, et c'est là où, effectivement, la formation des psychiatres est en jeu, la formation des psychologues est en jeu. Je dirais que, entre guillemets, pardonnez-moi, je prêche pour ma paroisse, mais le défaut d'humanité, de sciences comme les sciences humaines, dans la formation est considérable. C'est-à-dire qu'à certains moments, on a l'impression qu'on vit avec des modèles de notre société qui datent de 50 ans. Il faut travailler avec les gens qui travaillent sur la société d'aujourd'hui. Il faut être encore plus en phase avec la société d'aujourd'hui. Si on veut ne pas avoir à tenir compte de la place du social dans la cure, il faut le connaître, pas le juger. Il faut le connaître. Il faut être complètement en phase avec la façon dont notre société a évolué. Et je trouve que le partenariat entre les psychanalystes et les sciences sociales est, à mon sens, un peu trop faible par rapport à ce qui se passait il y a un peu plus, une quarantaine d'années. Et je pense qu'effectivement, il faut vraiment le renouer pour que on soit de plus en plus au courant de ça. Comment effectivement des choses peuvent se dire aujourd'hui qui ne se disaient pas. Est-ce que parce que ça se dit, c'est la réalité du sujet ? Non. C'est la réalité de l'individu. Oui, mais on ne peut pas nier la réalité de l'individu, sinon, effectivement, les gens se disent « Mais les psychanalystes, ils sont incapables de m'entendre. Ils ne comprennent pas ce que je raconte. » Ben oui, il y a un discours manifeste et un autre.
D'ailleurs, vous l'avez presque dit tout à l'heure quand vous êtes intervenu entre le savoir académique et l'autre. Et je pense aussi, moi je suis heureux d'entendre de votre bouche de dire, tiens, changer de signifiant. Je suis pas totalement d'accord avec certaines choses. Moi, je pense que le gros problème, et je pense que c'est une question que je poserai à M. Reichmann, est-ce que les psychanalystes sont en dehors de tout ça? C'est un gros problème, mais on n'est pas en dehors. J'allais dire, on est en plein dedans jusqu'au cou. Mais bien sûr, parce qu'on a tendance à dire que. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est un petit peu celle-là. C'est-à-dire, changer de signifiant, ça veut dire aussi se remettre en cause. Et se remettre en cause, le psychanalyste aujourd'hui, c'est quoi dans cette histoire? Et je vais pas citer, parce que je rentre dans l'académique, un tel ouvrage, ou Lacan, ou Freud, etc., etc. Mais est-ce que nous sommes indemnes de trauma? Est-ce que ça nous atteint? Ou ça nous on est dans ce même ensemble. C'est-à-dire, un jour ou l'autre, on va dire, on va sortir à l'extérieur, on va y voir de plus près. Mais non, on est dehors jusqu'au cou, mais on ne se rend pas compte de ça. C'est très, très important de se remettre en cause. Et peut-être, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a toujours on est des êtres humains, on est des sujets de langage, etc., etc. Bien évidemment, tout à l'heure, on disait qu'il faut des rencontres pour que ça puisse rebondir. Mais quand même, est-ce qu'on peut rencontrer sans se séparer? Mais c'est une évidence. C'est un peu... J'ai échangé avec Ursula, hein, franchement, chapeau bas. Et à ce niveau-là, je pense que c'est une question aussi. Moi, je considère, à partir du moment où j'entends il faut changer de signifiant, je pense que le psychanalyste lui-même doit se poser cette question de la fin de l'analyse ou pas, etc., etc., et aller quêter au niveau de son environnement. Et puis, merci, M. Reichmann. Franchement, c'est l'actualité. Non, je crois que c'est très intéressant de le poser en ces termes, qu'effectivement, il y a une nécessité de revoir aussi le lexique de la psychanalyse. Pas tous, mais s'il y a des termes qui ne fonctionnent plus, nous sommes suffisamment souples pour pouvoir les changer. Pourquoi s'arc-bouter sur des termes qui diraient autre chose dans l'espace social et qui amènent des prises de position, me semble-t-il, très problématiques. Le traumatisme de la psychanalyse, c'est pas le traumatisme dont parlent les gens dans la rue. Mais on n'est pas obligé de leur dire « Mais attendez, vous pensez mal le traumatisme », parce que ça leur est très utile de le penser ainsi. Ça sert des causes qui sont très utiles, et les psychanalystes ne sont pas partout dans la rue, derrière les gens qui se mobilisent et qui disent « Entendez mon traumatisme ». Pourquoi ? C'est important qu'on l'entende. Parce que ça fait avancer des causes. Et puis ça permet aussi de montrer, comme tu le disais très justement, parce que ça c'est un point essentiel, toutes les causes qu'on ne veut pas entendre. Tous les gens qui ne sont pas traumatisés. Par exemple, ceux qui traversent la Méditerranée sur des radeaux de fortune, dont la moitié meurt, ils ne sont pas traumatisés. Ils ne font pas partie du lot des traumatisés. Et en plus, dernier élément qui a changé aussi sur le psychotrauma, dont il faut avoir quand même la mesure, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, on s'était rendu compte qu'il y avait une diminution drastique du nombre de demandeurs d'asile qui obtenaient l'asile, parce qu'il y avait eu les quotas sur l'immigration. Et pour obtenir l'asile, il était préférable d'avoir un certificat médical qui attestait qu'il y avait un post-traumatic stress disorder. Parce qu'on se disait, s'il est traumatisé, c'est sûr qu'il a été persécuté. La Convention de Genève n'a jamais pensé qu'il fallait avoir une preuve de traumatisme pour prouver cela. D'autant plus qu'on sait, là, pour le coup, scientifiquement, le DSM l'a montré, que 1/3 des personnes confrontées à un événement hors du commun développent un PTSD. 1/3 développent un état de pathologique, réactionnel, indifférent, et 1/3 n'auront rien. Donc le lien direct entre les deux marche pas. Dans le cas des réfugiés, ça marchait à l'époque. Il n'y avait qu'1/3. On était sûr, entre guillemets, que ceux qui n'avaient pas de traumatisme, on pouvait les foutre dehors. Ce qui ne prouve absolument pas qu'ils n'avaient pas été persécutés, qu'ils n'avaient pas été torturés. Mais leur parole était suspecte. 1/3, c'est déjà une diminution considérable. Et tous n'obtenaient pas le droit d'asile parce qu'ils avaient un certificat. Parce qu'on pouvait douter du certificat. Mais s'ils ne l'avaient pas, c'est sûr qu'ils n'avaient aucune chance. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Une de mes doctorantes a fini sa thèse en Suède sur ce qu'on appelle le post-traumatic growth, qui est une nouvelle notion qui est la capacité que certains sujets qui ont été très traumatisés ont de surmonter leur traumatisme. C'est pas la résilience, c'est de surmonter le traumatisme et acquérir des compétences nouvelles.
qu'ont fait les dispositifs migratoires en Suède, se dire ceux qui ont un état de stress post-traumatique, ils vont jamais s'insérer dans la société parce qu'ils sont trop malades. C'est ce qu'on n'arrête pas de nous répéter depuis 20 ans. Ils souffrent, les pauvres, ils ont plein de peine. Donc, aucune chance qu'ils s'intègrent. On n'est plus là pour les protéger, on est là pour envisager qu'ils puissent s'intégrer. Donc, seuls ceux qui développent ce qu'on appelle un post-traumatic growth, c'est-à-dire une capacité supplémentaire à s'adapter, vont pouvoir être intégrés dans la société. Et encore un moyen, un outil très pertinent, du point de vue du législateur, pour sélectionner ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas. Et c'est ce que tu disais sur les inégalités. Donc derrière le discours général, il faut absolument voir les usages qui vont être faits. Une fois encore, qualifier l'événement, c'est-à-dire qualifier la migration. C'est un nouveau terme, la migration. On n'a jamais eu autant de migrants, alors qu'il y a 30 ans, on n'avait que des réfugiés. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes situations, mais on utilise un autre qualificatif. Donc si la société est capable de changer ces qualificatifs, pourquoi pas nous, pour être encore plus en phase avec ce que l'on veut faire et d'entendre ce dont parlent les gens. C'est un peu ça la résistance, c'est un traumatisme aussi. Oui, on met d'un côté ou de l'autre, mais ce que vous disiez là tout à l'heure c'était très intéressant parce que cette différence entre le traumatisme et l'événement que vous prenez soin de poser, et moi je trouve ça essentiel. On sait que le traumatisme, c'est pas l'événement. On a un mal de chien, écoutez partout, quand on en discute, quand on en parle, etc., on a un mal de chien à s'y tenir. Vous évoquiez tout à l'heure le suicide de Primo Levi par rapport à ce peintre... voilà. Vous avez dit, mais c'est logique, et il fallait le dire comme ça, parce que c'était dans la logique de ce que vous décriviez à ce moment-là, mais ils ont vécu le même traumatisme. Non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ils ont vécu le même événement. Et effectivement, alors les causes, les effets, etc. Ce qui est intéressant, et ça rejoint ce que vous évoquiez juste après, c'est que à partir du moment, et ça on le voit dans certaines cures, avec quelqu'un qui à un moment donné, ça y est, je tiens le trauma, je sais ce qui m'est arrivé, etc. Très souvent d'ailleurs, ça apparaît sous la forme d'un noir, d'un trou. Pardon. À partir de là, il y a un langage qui n'est plus un langage singulier, qui est un langage qui emprunte le discours, qui est le discours social actuellement. Ah, vous savez, je vais écrire, il faut que je brise le silence. Des fois, on a envie de dire, commençons ici. Commençons ici. Mais le terme même, l'expression même, briser le silence, est là pour se taire. Enfin, sur le code du singulier. Hein. Donc voilà, alors on est pris dans ces nœuds-là, mais c'est pas une façon surtout pas une façon de ne pas vouloir le prendre en compte. On est contraint de le faire. Et alors, cette question du trauma et de l'événement me fait repenser, et j'y pense là aujourd'hui, et c'est précieux, ça me rappelle ce que Freud disait à propos de la pulsion de mort, justement. Je crois que c'est déjà au-delà du principe de plaisir, mais c'est qu'on ne meurt jamais que de cause interne. Mais par rapport à ce que vous disiez, qui me passionne, sur, au fond, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments où une sorte de discours social vient et oblitère un peu tout ce qui serait possible habituellement d'entendre sur le divan. Ça dépend des époques. Et dans chaque époque, c'est un discours différent. Si vous prenez ce livre que vous avez, j'imagine, tous lu, moi j'ai adoré, qui s'appelait Portnoy et son complexe de Philippe Roth, qui est quand même un livre vraiment en rapport avec la psychanalyse, puisque le type ne fait que raconter sa vie sexuelle. Parce qu'à ce moment-là, aller en analyse, c'était raconter sa vie sexuelle du début à la fin, du début à la fin, du début à la fin. J'espère que vous l'avez tous lu, parce que je vais devoir le spoiler et raconter la fin, parce que c'est quand même la dernière phrase qui est extraordinaire, où le psychanalyste lui dit « Bon, alors quand est-ce qu'on la commence, l'analyse ?» Et c'est extraordinaire, parce que justement, tout le reste n'est justement pas le discours qui va dans la psychanalyse, c'est que de la défense. Mais à l'époque,
C'est pas le trauma dont on parle, c'est la sexualité, la masturbation, le truc, le machin, enfin tout ce qu'il peut imaginer. Comment ? Ça a quand même quelque chose à voir, la sexualité. Mais bien sûr que ça a quelque chose à voir, mais c'est pas que ça. C'est pas que ne parler que de ça, que de ça, que de ça, que de ça, que de ça pendant 300 pages, et qui à la fin, on lui dit bon bah, on commence, c'est-à-dire on travaille quoi. Et bien là c'est pareil. On commence. On travaille effectivement à ce pourquoi on est là, c'est-à-dire à essayer d'aider à une certaine qualité de la parole. Et autant, et vous le pointiez justement, je crois, autant il y a eu Freud avec le passage de la question de la neurotica, de la séduction, etc., à la question du fantasme. Mais aujourd'hui, on revient beaucoup et on entend beaucoup, moi j'entends beaucoup cette opposition réalité-fantasme, mais il y a une autre opposition à la matière, c'est celle qu'a repris Lacan après et qui me semble au moins aussi pertinente, si ce n'est plus, c'est l'opposition entre réalité et vérité. La question qui nous intéresse, c'est la question de la vérité. Alors le fait est que la personne, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le fait est que la personne qui nous raconte son trauma, elle est en train de donner quelque chose qui est, on va dire, dans la sphère de sa vérité, et qui est à entendre comme ça, qui est à entendre tel quel. Il ne s'agit surtout pas allez, parlez-moi d'autre chose, on n'est pas là pour ça, etc. C'est pas ça la question. La question, c'est de prendre la question de la vérité, et d'essayer de faire en sorte que la personne puisse se la restituer. Par-delà les discours sociaux, les modes culturels, etc. Enfin, ce que vous évoquiez là. On n'est pas détaché de son environnement, c'est ça le gros problème, je pense. C'est qu'on n'est pas détaché. Bien sûr. Il faut faire avec, c'est une obligation. Pour faire avec, il faut en prendre un peu conscience, c'est ça ce qui est très important. Aujourd'hui, par exemple, dans les institutions, qu'est-ce que vous avez? C'est une question que je vous poserai. Vous avez les RPPS, vous avez ce qu'on appelle les RMM, Revue Mortalité Morbidité. On veut anticiper surtout, on vous envoie faire des formations de bientraitance, etc., etc. Ce monde-là, il faut aussi se le situer aujourd'hui, parce que c'est aussi des choses qui sont en train de se dire, de se faire, etc., etc. Et ça nous regarde, éventuellement, ça nous regarde. Puis la psychanalyse, même si je pense qu'à l'époque on pouvait écrire le traumatisme bénéfique, je ne me rappelle plus qui l'avait écrit, c'est quelqu'un qui avait écrit une psychanalyse, qui avait écrit le traumatisme bénéfique en faisant référence un petit peu à l'Édipe, etc. Et c'est vrai que, après tout, quand on tout à l'heure dans la première présentation, on parlait de littérature, allez, on va dire de style, de ceci, de cela. Et il faut avoir aussi à l'esprit que le traumatisme, Lacan a fini quand même un peu sa vie en dénommant le sujet comme étant un pattern. C'est-à-dire, grosso modo, il a été traumatisé, non pas, ça c'est la langue, excusez-moi de le dire comme ça, c'est un petit peu le dernier Lacan qui disait que le langage n'est pas fait que pour communiquer, il est fait aussi pour transmettre une jouissance. Et cette question-là, je pense que M. Reichmann pourrait aller plus loin, je soupçonne des choses, parce qu'on a écarté complètement la phylogénèse, qui est à mon avis très importante. C'est-à-dire on se concentre sur aujourd'hui, maintenant, etc. Et l'autre question aussi qui se pose pour moi aussi, quel est aujourd'hui, comment dire, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur le contre-transfert aujourd'hui? C'est qui nous impose à un moment donné un certain rapproché par rapport à la cité, par rapport un petit peu à ce qui, je dirais, notre environnement d'aujourd'hui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, après tout, on est traumatisé. Il faut qu'on le sache aussi, que c'est du néotraumatisme, on ne parle pas de l'algorithme. C'est une question que j'aurais pu vous poser. Ce monde virtuel, c'est quoi aussi sa place dans ce que vous développiez? Alors, sur le monde virtuel, je laisserai Vanina qui connaît cette question bien mieux que moi. Mais oui, je pense que nous devons, en tant qu'intellectuels déjà, interroger notre modernité et interroger tous ces mouvements qui se mettent en place, à la fois d'un point de vue détaché et aussi d'un point de vue politique. Politique au sens premier du terme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gouverne les sujets aujourd'hui? On les gouverne au plus près de l'intimité, on les gouverne
au plus près de même de leur mode de pensée. Mais aussi, on les gouverne dans une certaine défiance, et là, les psychanalystes doivent être au parfum de cela, dans une certaine défiance vis-à-vis du savoir. Parce que toutes ces normes que vous évoquez, ce sont des normes qui sont aussi pensées pour se défier du savoir. Pourquoi faut-il qu'il y ait des pratiques d'accréditation qui vont être faites par des gens qui ne connaissent pas la façon, les choses qu'ils vont évaluer? On va s'auto-évaluer, mais sans faire référence au savoir, juste sur les faits. Et ça, c'est quelque chose de notre modernité qui est vraiment très important à saisir, cette nouvelle défiance vis-à-vis du savoir. Le savoir n'est pas en position d'avoir une certaine maîtrise politique. C'est pas le savoir au sens de Lacan, pour le coup. C'est pas cette position-là du sachant qui est importante à saisir. Ce qui est vraiment important de saisir, c'est que c'est un mode de gouvernement qui a déplacé les élites intellectuelles et les élites sachantes pour les faire gouverner par aujourd'hui, vous dites l'algorithme, il y a quelque temps, c'était des cases qu'on cochait. Ce sont des modes de gouvernementalité. C'est très important de les saisir comme des modes de gouvernementalité, aussi pour savoir quel va être le rôle futur des psychanalystes par rapport à ça. Il me semble qu'il y a plusieurs alternatives. La première, qui est la plus commode, c'est de se dire, on va se battre contre ça. Et on va faire entendre notre savoir. Dans un monde où le savoir est discrédité quand même, il y a peu de chances que ça marche. Donc, c'est pas vraiment très important. C'est pas vraiment la seconde attitude, me semble-t-il, et qui est héritée du modèle psychanalytique depuis le début, depuis Freud, mais c'est Lacan qui l'a peut-être un peu mieux formalisé, c'est celui de la subversion. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question se repose considérablement pour la psychanalyse. Jusqu'où va-t-elle être subversive? Alors, il y a des grandes déclarations, nous sommes subversifs. Ok. Mais subversif par rapport à quoi? Si c'est par rapport à un modèle du monde qui a 20 ans ou 30 ans, c'est plus de la subversion. Si être subversif, c'est s'opposer aux évolutions de la société, ça s'appelle pas de la subversion. Être subversif, c'est vraiment un engagement de chaque jour dans le travail au quotidien, dans la cure, et c'est pour ça que je suis très heureux de dialoguer avec vous, parce que c'est probablement une des premières fois où je discute de ce livre avec des psychanalystes, où on me renvoie la question de la cure. Et je trouve que c'est fondamental, et on ne me renvoie pas un discours psychanalytique sur l'espace social, sur la normativité sociale, avec lequel je suis un peu mal à l'aise. Là, par contre, quand effectivement le contrepoint à cette évolution de la société, c'est celui de la cure, je trouve que c'est fondamental, parce qu'il y a des enseignements là qui sont intangibles, et qui passent parce que on nous a appris, depuis le début, la subversion du discours, la subversion de ces modes de résistance. Cette subversion-là, est-il indispensable d'aller militer pour que notre savoir soit reconnu comme tel dans le monde contemporain? Je pense que c'est la chose la plus dangereuse qui soit. Bon, écoutez, on va peut-être conclure là-dessus. Hein. Merci Richard Reichmann, merci Anne Sola.